Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du magazine Enquête de Région. Comme chaque mois, l'ensemble de la rédaction de France 3 Aquitaine prend le temps d'un autre regard sur l'actualité, un autre point de vue également avec votre complicité, Sandrine Valero. Et comme tous les mois, nous irons chercher la femme ou l'homme qui est derrière celle ou celui qui fait l'actualité. Ce soir encore, nous vous proposons bien sûr de rencontrer des personnages, mais surtout des personnes fortes et attachantes. Tout de suite le sommaire. Il a donné naissance au tout premier écoquartier de Saint-Jean-de-Luz et dépoussière l'image du logement social dans le sud-ouest. L'architecte basque Xavier Lebar se dévoile, tour à tour créateur, conseiller ou aventurier du bout du monde. Dessiner l'avenir sans oublier ses racines, un architecte à la personnalité hors norme est notre invité. Vivre grâce aux organes d'un autre est bien souvent une renaissance pour les malades. Immersion au cœur du service de transplantation du CHU de Bordeaux et témoignage d'une patiente. Greffée des poumons, elle participera cet été aux Jeux mondiaux des transplantés en Argentine. Ce ne sont plus des gadgets de science-fiction, ils peuplent progressivement notre quotidien. Les robots humanoïdes sont entrés dans nos foyers, capables de jouer avec les enfants, d'assister les seniors. Sont-ils en passe de prendre le pouvoir? Ingénieurs et chercheurs s'expliquent. La mort de ce couple de médecins de Pessac en Gironde fut l'un des faits divers les plus marquants des années 80. Lui mortellement ligoté dans sa baignoire, elle tuée par balle dans la Nièvre. 2 homicides et un même auteur. L'ennemi public numéro 1 de l'époque, Lionel Cardon. Son avocat bordelais Pierre Blazy raconte. Et c'est par une rencontre que nous débutons ce numéro d'Enquête de Région, la rencontre d'un homme aux multiples visages, aux multiples passions qui alimente ses projets. Basque, il l'est, il le revendique, il en partage les valeurs. Inspiré par la mer, il y trouve une partie de son énergie, capable de traverser la planète au guidon de sa moto pour vivre ses rêves. C'est en puisant dans ses racines qu'il dessine l'avenir, dans les vignobles du Var, sous les toits de Saint-Jean-de-Luz ou encore sur les fronts de mer de Biarritz ou d'Andaille. Merci d'être avec nous, Xavier Lebar. Bonsoir. Bonsoir. Basque, je le disais, vous le revendiquez. En quoi ça inspire votre architecture ? Je pense qu'être au contact de territoires qui ont des fortes identités, c'est une manière de comprendre, de lire les lignes de force d'un lieu, d'être attentif à la singularité et au fond de se forger une forme de regard qui est valable ici et ailleurs. Alors, ce qui est peut-être plus simple qu'un long discours, je propose de feuilleter quelques-uns de vos projets marquants, fondateurs. On va les commenter ensemble en les regardant. Il s'agit de plusieurs types de projets, et notamment la création de tout un quartier à Saint-Jean-de-Luz. Sacré challenge. Oui, c'était surtout une grosse responsabilité qu'on a attrapée avec beaucoup d'énergie positive, parce qu'effectivement, c'est le premier écoquartier en Aquitaine. C'est une opération importante où il s'agissait de mettre bien sûr une dimension environnementale, écologique, mais surtout la dimension de quartier qui pour moi était fondatrice. Voilà. Alors là, on va partir sur Nantes. Tout autre projet, parce qu'il s'agit de bureaux. C'est un immeuble tertiaire sur l'île de Nantes qui est une sorte de laboratoire d'architecture. Pour les architectes, c'est un des espaces emblématiques à l'échelle nationale. Et effectivement, c'est un immeuble tertiaire qui a été pour nous l'occasion d'aller expérimenter des spatialités un peu spécifiques et des modes de travail contemporains, on va dire, qui renouvellent un peu la question du travail. Voilà, parce que là, il y a des gens qui vont y vivre et y travailler au quotidien. Absolument, il y a des gens qui y travaillent au quotidien et voilà. Alors, là, c'est un autre projet, c'est à Bordeaux, c'est dans le quartier du Grand Parc, et justement, ce sont une toute petite résidence en face de ces énormes blocs de béton. C'est un challenge, un pied de nez, c'est quoi? Oui, c'est une manière de répondre à la rudesse, à l'austérité de ces grandes barres et tours des années 60, avec peut-être un peu plus de délicatesse et de douceur, en tout cas je l'espère. Et puis on va d'un seul coup partir du côté de Pau, où là, c'est une sorte de mixité entre du logement collectif et du logement individuel. Là aussi, c'est un jeu. C'est pas un jeu, c'est encore une fois, pour moi, il y a une grosse responsabilité derrière les travaux qu'on nous confie. C'est plutôt l'idée d'amener la notion presque de luxe dans le logement social, d'amener une espèce de plaisir à vivre au quotidien qui est un des moteurs qui nous anime. Alors on regarde ça rapidement, mais c'est quand même un dénominateur commun. Il y a un style de votre agence ? Style, je ne sais pas, en tout cas, il y a une manière de regarder le lieu, il y a la question d'identité qui est très présente, d'être attentif à ce que j'appelle les lignes de force du territoire. Alors Xavier Lebar, ces réalisations sont également le fruit du travail de toute une équipe, une vingtaine de personnes qui sont entre Bayonne et Bordeaux. Alors on est loin des débuts. Votre associé, qui vous connaît et vous côtoie depuis une trentaine d'années, eh bien, il a justement bien voulu nous raconter ses débuts. On l'écoute. On a commencé dans une chambre, une toute petite chambre de à peine 9 mètres carrés. C'était chez lui.
Cette chambre-là, au bout de quelques mois, est devenue trop petite, donc on est passé dans le séjour. Et moi, j'ai récupéré la chambre pour dormir, le temps qu'on pouvait dormir, parce qu'on travaillait beaucoup. On s'est beaucoup investi au départ. On est passé, donc au départ, on était 2, puis 3 avec la femme de Xavier, qui est devenue très vite notre secrétaire, gestionnaire, qui faisait tout ce qui était le travail nécessaire, utile, important pour tenir une agence à flot. Et puis là, on a grossi, de 3, on est passé à 4, 5, 6. Et puis il y a eu il y a 5-6 ans une décision de partir de Cibourg, un petit village à côté de Saint-Jean-de-Luz, de venir s'installer à Bayonne. On venait de construire ces bureaux-là. Et puis voilà, on a essayé de développer sur d'autres régions que le Pays Basque. On est allé sur Bordeaux. Et aujourd'hui, on est sur Bordeaux, Nantes, Paris, on essaye Toulouse. Voilà, on essaye de développer, d'élargir notre activité. Voilà, une activité élargie et des challenges à relever. On pense notamment au challenge que vous avez relevé, votre associé le dit, c'est un des projets qui l'a particulièrement marqué, c'est ce projet dans le quartier de la Gare Saint-Jean, de rénovation urbaine, où là, c'est un sacré challenge. Il ne faut pas reproduire les erreurs du passé, les cages à lapins du passé. Alors c'est un challenge parce que... On va le regarder ce projet en même temps. Ouais, c'est une démolition-reconstruction, que finalement ce qu'on démolit, certes il y a cette image à laquelle vous faites référence de cage à lapin, mais quand on analyse finement, les logements n'étaient pas si dégradés que ça. Et donc toute la question, c'est pas simplement faire plus beau ou plus esthétique, mais de faire des logements qui ont un vrai potentiel à vivre, ce qui est une gageure malgré tout, quoi. Voilà, en intégrant également la contrainte du fait qu'on est en milieu urbain, on le voit, il y a des bâtiments classés à côté. Absolument. Donc là, il faut respecter des normes, des règles. Il faut surtout, pour nous c'est assez naturel que d'essayer de trouver ce qu'on appelle des résonances, des formes de continuité avec le déjà là, avec l'existant. Donc ce n'est pas un exercice qui est forcé pour nous, il se fait assez naturellement. Et dans ce cas précis, on avait à cœur là aussi de dire, c'est du logement social, de donner aux plus modestes des logements dont ils soient fiers. Alors on parlait des contraintes architecturales, c'est aussi, vous le savez, le cas au Pays Basque où la mode du béton n'a pas pu envahir le territoire. Une jeune architecte d'intérieur en joue même de ces contraintes, notamment lors de la réhabilitation des étiers traditionnels. Sabrina Corrieri et Fabien Cordier l'ont rencontré. Toiture à 2 pentes, boiserie couleur rouge, tous les aspects de la maison typique du Pays Basque sont là. Pourtant, à l'intérieur de cet écrin traditionnel, c'est une demeure archi-contemporaine. Architecte d'intérieur, Delphine Carrère se joue des codes. Elle aime revisiter la maison basque tout en respectant son identité. On a un vocabulaire architectural conforme au Pays Basque, tout en essayant de réinterpréter un petit peu pour s'adapter au mode de vie plus contemporain. Cette maison devait être complètement ouverte sur l'extérieur, permettre de chaque pièce d'avoir une vue sublime. Une maison couleur du temps, un compromis entre une esthétique moderniste et les règles d'urbanisme en vigueur au Pays Basque pour les façades extérieures. C'est normal de garder l'identité d'une région et c'est ce qui fait que notre Pays Basque est homogène. Et puis ces éléments traditionnels, ils ont été réalisés au fil des ans pour être adaptés à un climat, à une orientation. Je pense que c'est important de garder l'enseignement de nos ancêtres. Et puis évidemment, les matériaux ont évolué, sont plus résistants, les ouvertures sont beaucoup plus grandes puisqu'on recherche le soleil, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. On recherche la vue, ce qui n'était peut-être pas une préoccupation pour les habitants du Pays Basque. C'est chouette de pouvoir faire évoluer un petit peu la conception de Lecce. À Bidart, cette bâtisse centenaire a subi un vrai lifting. Delphine y a développé un domaine qui lui tient de plus en plus à cœur, l'éclairage. C'est de la conception et j'ai envie de dire c'est même de la construction, l'éclairage. Ça va permettre de donner de la volumétrie à des choses qui n'en ont parfois pas. L'idée c'est d'enlever le côté global d'un éclairage pour mettre en relief certaines parties d'une pièce, pour pouvoir la rythmer, pour pouvoir affirmer les pleins, les vides. C'est vraiment c'est de l'architecture, l'éclairage. Je voudrais vraiment me spécialiser, en tout cas aller plus avant dans ce domaine-là.
Au Pays Basque, mais aussi depuis peu à Londres et Paris, ses réalisations sont aussi nombreuses que diverses, avec à chaque fois un soin tout particulier apporté aux détails pour une meilleure mise en lumière de son art. Retour sur le plateau d'enquête de région pour prolonger ce reportage avec notre invité Xavier Lébar. On l'a vu, les contraintes architecturales, il faut savoir les sublimer pour éviter peut-être aussi de bégayer l'architecture d'avant et puis proposer de nouvelles idées tout en conservant l'existant. Oui, je crois que c'est une question d'équilibre en fait, entre ce qu'on reçoit, ce qu'on récupère de l'histoire et ce qu'on est capable de transformer, d'amener vers l'avant. Donc tout se joue dans cet équilibre-là. Ouais, arriver à sublimer les contraintes finalement, c'est tout un art. Oui, c'est une question de regard, je pense. Il faut être dans cette capacité à ne pas ignorer ce qui est issu du territoire, mais en même temps être capable de l'amener un cran plus loin, parce que je crois que c'est notre responsabilité, c'est presque un devoir pour les gens qui sont, on va dire, largement dans le milieu culturel, quoi. Merci beaucoup Xavier Lébar d'avoir partagé votre passion pour l'architecture. Vous restez avec nous. Je vais vous demander de rejoindre Sandrine pour découvrir les multiples autres passions qui vous animent. Allez-y. Merci. Bonsoir Xavier Lébar. Bonsoir. Asseyez-vous. Alors on vient de découvrir avec Serge l'architecte que vous êtes. On va essayer de dévoiler l'homme, dans la limite du raisonnable, évidemment. Vous êtes né au Chili, vous y êtes resté longtemps? Non, c'est une sorte d'accident de parcours heureux pour moi, mais non, uniquement 2 ans et ensuite mes parents sont rentrés au Pays Basque. Qu'est-ce qui vous en reste? Je sais que vous parlez espagnol avec votre frère, uniquement espagnol, pourquoi? Non, on mélange un peu les langues, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de jongler entre plusieurs langues. Ouais. Une autre particularité dans votre famille, tous les garçons aînés s'appellent Xavier. Pourquoi? Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 raisons. Il y a un peu de tradition, un peu de facilité, je pense. C'est pas un peu lourd à porter de s'appeler comme son père, peut-être comme son grand-père? C'est pas un peu barbant à la fin? En ce qui me concerne, non. En ce qui concerne mon fils, j'espère pour lui que non. Mais non, je crois que ça va. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, vous, perpétuer cette tradition? Je vous disais, il y a une part de tradition, d'histoire, il y a sans doute un peu de facilité aussi, peut-être un peu de péché d'orgueil. Facilité, vous avez quand même 3 garçons, il a fallu trouver d'autres prénoms. Il a fallu en trouver d'autres. Au bout d'un moment. Quand vous étiez petit, vous dessiniez déjà des maisons sur les coins de vos feuilles, de vos copies de français ou de maths? Sans plus. Non, j'aimais bien le dessin, mais plus comme un moyen d'expression que comme un enjeu architectural. Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui m'animaient, mais je ne suis pas le prototype de l'enfant qui était né pour être architecte et qui l'est devenu, non. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas le monde dans lequel vous vivez, que vous rêvez d'un autre monde et que vous voulez le dessiner, celui-ci ? Je pense que quand on s'engage dans un métier comme le mien, effectivement, il y a l'idée d'essayer d'apporter un peu de plaisir et de bonheur au quotidien. Donc on participe très modestement à une forme de transformation, effectivement, du quotidien plus que du monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le monde dans lequel on vit, ça veut juste dire qu'on a envie de contribuer, encore une fois modestement, à son amélioration. Alors, l'homme que vous êtes aime a priori les grands espaces. Vous avez fait un énorme périple, c'est même plus un voyage, c'est un périple de 3 mois. Vous êtes parti de Pékin pour relier la France en moto. Pourquoi 3 mois de moto? Alors, quand on prépare le voyage, on dit c'est génial, mais après, il faut le vivre quand même au quotidien, 3 mois de moto, de poussière, de tout ça. Bon, pourquoi? Parce que c'est génial, vous venez de le dire. Non, je pense qu'on a un métier qu'on pratique avec, je crois, beaucoup d'intensité. C'est exigeant l'architecture parce que ça vous projette un peu dans le réel. Et ce voyage, c'est un moyen de vivre la vie avec autant d'intensité, mais en dehors du champ professionnel. Peut-être pour revenir à la fois un peu ressourcé, mais aussi peut-être pour relativiser un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on passe 3 mois avec 2 petites valises comme ça et qu'on a tout dedans et que finalement tout va bien, on revient avec un regard un peu plus pondéré, je crois. Vous avez terminé le voyage avec votre fils. C'était important pour vous? C'était initiatique? En tout cas, c'était très beau, très fort pour moi de l'avoir. Je ne sais pas si c'était initiatique, mais ça crée un lien intense. Donc c'était un beau moment de partage. Ouais.
Après la moto, sur la mer, vous êtes en pirogue. C'est quoi cette pirogue? Vous l'avez faite faire? Vous l'avez achetée? Alors je l'ai acheté. Il se trouve qu'il y a un fabricant local qui les réalise, qui les met en œuvre. Et moi je pense que la mer c'est un des derniers grands espaces de liberté. Et c'est accessible et c'est un moyen très simple, très facile d'aller en pleine mer et de potentiellement y aller tout seul, ce que je fais le week-end. Et là aussi ça génère une espèce d'intensité, de plaisir à exister, quoi. On vit pleinement ces moments-là. Vous êtes sportif. Est-ce que vous diriez que vous êtes sportif? J'aime beaucoup l'activité physique. Ouais. J'ai besoin de me dépenser physiquement. Votre femme a un avis sur cette question. On va l'écouter. Tout laisser tomber pour un moment sportif avec ses fils. Par exemple, un bon match de rugby. Il ne faut pas l'appeler, il ne faut pas lui demander quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien qui existe ni qui compte. Mais le sport, en allant au stade, en le pratiquant? Non, pas du tout au stade, mais à la télé avec ses enfants. Enfin si, au stade ça lui est arrivé, mais voilà, ces moments de complicité entre garçons, c'est précieux ça. Voilà. Et dans ces cas-là, vous n'existez pas? Non, je ne suis pas très loin quand même. Si, je peux apporter les bières et les cacahuètes. Non, rassurez-moi, vous n'êtes pas comme ça. Non, pas du tout. C'est absolument faux. Alors, vous êtes le patron charismatique d'une grosse équipe, plus de 20 personnes. Vous savez ce qu'elle fait là, ce soir, 23h20? Ce que fait l'équipe là? Oui, là. Je pense qu'il y en a qui travaillent encore. Ouais. Ça, c'est à peu près En sûr. fait, ils font ce qu'ils appellent une Xavier Show Party. Ils sont tous en train de vous regarder. Vous leur dites un petit mot? Écoutez, je leur dis d'abord merci d'être là, parce que sans eux, on n'y arriverait pas. Et puis, je leur dis à très bientôt. À demain peut-être. À demain. En tout cas, merci beaucoup Xavier. Merci à vous. Merci. Merci. Après l'architecture, changement de domaine pour évoquer celui de la santé et la problématique du don d'organes. À l'heure où nous parlons, 16 000 personnes sont en attente de greffe en France, Sandrine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Vous êtes une jeune femme ravissante, souriante, pleine d'énergie. A priori, rien ne vous distingue des autres. Pourtant, vous avez une petite différence, je dirais une double différence même. Alors oui, moi j'ai eu une leucémie en 2004 et suite à cette grave maladie, j'ai eu la chance d'être greffée de la moelle osseuse et 3 ans plus tard des poumons. Vous nous raconterez pourquoi cette greffe de poumons après la greffe de moelle osseuse. Si effectivement 16 000 personnes sont dans l'attente d'une greffe en France, comme le disait Serge, 400 espèrent un rein en Aquitaine. Nous avons rencontré Eric et Simone, tous deux dans l'attente d'une transplantation. J'ai eu une greffe il y a 7 ans, 7-8 ans de ça maintenant. La greffe a eu un rejet. Et donc je suis dans cette attente depuis le mois de juin maintenant, inscrit dans les fichiers de l'Agence de biomédecine pour une nouvelle greffe. Éric Puech a perdu l'usage de ses reins après un accident de voiture en 2003. Il est de nouveau dans l'attente d'un greffon. Le sien ne fonctionne plus. Ça a fonctionné quand même pendant 7 ans à peu près bien. Et puis des fois, il y a des phénomènes de rejet. En ce qui me concerne, il y a eu ce qu'on appelle un rejet humoral, c'est-à-dire un rejet intracellulaire. Et donc le greffon s'autodétruit tout seul. C'est très complexe, la greffe. D'autant plus complexe que les donneurs sont rares, trop rares. Pour l'heure, en France, ce sont essentiellement des morts encéphaliques qui permettent de prélever un cœur, un poumon, un foie ou un rein. Simone souffre d'insuffisance rénale et vit sous dialyse. Inscrite depuis 8 mois sur une liste d'attente, elle se prépare à recevoir un greffon. À minuit hier soir, quand la petite infirmière m'a parlé de ça, évidemment, je ne m'y attendais pas du tout parce que c'est quand même récent. Je ne suis inscrite que depuis le mois de juin. La greffe dont va bénéficier Simone est le résultat du décès d'une personne quelques heures auparavant. La course contre la montre qui s'engage alors peut être simplifiée si le défunt a fait part de ses volontés. On est toujours sur une brutalité de l'annonce de l'accident, du décès. Et derrière, quand on est sur une démarche de prélèvement d'organes, on court vraiment après le temps. On est vraiment sur une démarche où il nous faut une réponse qui va être rapide. Et si la personne ne s'est pas positionnée de son vivant, c'est un dilemme pour ses familles, pour ses proches, parce qu'ils vont devoir prendre une décision à la place d'une personne qui est décédée. Ils n'en ont jamais parlé. Simone part au bloc recevoir ce rein qui va lui offrir une nouvelle vie. J'ai deux sensations contradictoires parce que
que je suis un peu oppressée. Bon, parce que c'est pas quand même une opération bénigne. Et de l'autre côté, j'ai un sentiment de sérénité et de soulagement pour l'après. Je ne pense qu'à ça, l'après. Parce que je vais pouvoir peut-être redevenir comme j'étais, avec l'énergie que j'avais, refaire les mêmes choses, ne plus avoir cet handicap, cette atteinte à la liberté surtout. L'équipe médicale se prépare à intervenir. Le greffon est apporté au professeur Ben Sadoun. Plusieurs vérifications et petites interventions sont nécessaires avant l'opération. Il y a 2 artères qui sont sur un seul patch et une veine rénale pas très longue. Ok, bien, on peut y aller? Donc maintenant on dégage l'artère et la veine iliaque sur laquelle on va coudre, suturer les vaisseaux du greffon. Donc on fait un test de positionnement du rein pour voir comment on pourra faire nos sutures dans de bonnes conditions. Non, il est parfait le rein. Le rein est l'organe le plus transplanté. Le manque de donneurs amène l'Agence de biomédecine, régulatrice des transplantations, à promouvoir le don du vivant, encore trop peu pratiqué. Déclampage veine, déclampage artère, c'est parti. Regardez comme il rosille, vous voyez? Comme c'est beau. Donc ça, c'est le meilleur moment de la transplantation, surtout quand ça ne saigne pas beaucoup au déclampage. Quand le greffon marche, le rein s'arrête, les reins propres, ce qu'on appelle les reins propres, les reins s'arrêtent de fonctionner définitivement et complètement. Hein, c'est comme si le greffon les avait informés qu'il était là et qu'il prenait le relais. Ils puissent prendre leur chemin naturel. Le rein se met bien là, quand on fermera, et il reste à faire la suture entre l'urtère et la vessie pour que les urines puissent prendre leur chemin naturel. Il va marcher, hein. On n'a aucun doute là-dessus. Hein. L'Agence de biomédecine fait un travail de promotion pour le don d'organes en général. Il faut convaincre les Français de se prononcer de leur vivant sur ce cadeau fait à autrui. Les chiffres sont en progression, même s'ils restent relatifs. On a dépassé 5300 greffes en 2014. Je ne dirais pas le chiffre exact, puisqu'ils ne sont pas encore complètement vérifiés et consolidés. Donc c'est un bel objectif. Après, dans le même temps, vous avez eu sur la liste d'attente en France plus de 16 000 patients inscrits. En Aquitaine, 400 personnes sont sur une liste pour recevoir un nouveau rein. Éric Puech est de nouveau dans l'attente, lui qui a déjà été greffé. Un cadeau pas si anodin que ça. On y pense beaucoup au tout début, quand l'opération vient d'avoir lieu, d'abord parce qu'on le ressent physiquement. Donc au départ, c'est vrai qu'on a l'impression vraiment d'avoir un corps étranger. Après, comment est-ce qu'on le ressent en termes d'impression de recevoir l'organe de quelqu'un? On se dit qu'il y a cette chance extraordinaire. Et puis on pense, parce qu'on ne peut pas ne pas y penser, que quelqu'un vient de décéder. Simplement, la première fois que j'ai été greffé, c'était suite à un accident de voiture. Là, j'irai à la seconde greffe, debout sur mes 2 jambes et d'une façon plus déterminée. Karine, est-ce que, comme Éric Puech, lorsque vous vous êtes réveillée, vous aviez le sentiment d'avoir quelque chose d'étranger dans votre corps? Non, j'ai d'abord eu le sentiment de respirer à nouveau. Il faut dire que vous étiez sous bouteille d'oxygène H24 du fait de vos poumons qui s'étaient abîmés à cause du traitement pour la leucémie. Oui, voilà, en fait, suite à ma greffe de moelle osseuse, ces nouvelles cellules générées par cette greffe a attaqué petit à petit mes poumons. Et donc je me suis retrouvée dépendante d'une bouteille d'oxygène 24 heures sur 24. Je ne marchais quasiment plus. Et donc c'était vraiment très difficile. Donc au réveil, un sentiment de liberté. Est-ce que du coup, les jours et les semaines passant, vous avez repris un petit peu de poil de la bête, comme on dit, est-ce que vous vous sentiez, je dirais, obligé de vivre plus pleinement? Oui, vraiment. Après ce don merveilleux, finalement, eh bien, on est reconnaissant de ce geste. Et donc, ben voilà, il faut vivre à fond.
Vous étiez une adolescente très sportive, vous avez fait de la natation synchronisée, etc. C'est aussi pour ça que vous êtes remise au sport aussi facilement et que du coup vous êtes même allée jusqu'aux Jeux nationaux des transplantés? Oui, je pense qu'il y a quand même un fond parce que je suis sportive, mais après c'est aussi une façon de faire marcher, de faire fonctionner ses poumons, et c'est préconisé après une greffe. Et puis après, on commence petit à petit et puis tout s'enchaîne en fait. Il y a une jolie histoire. Lorsque vous étiez en convalescence, vous avez rencontré quelqu'un de Lyon et là, tous les deux, vous renaissiez, entre guillemets, et vous vous êtes dit, quand ça ira mieux, on se retrouvera pour les Jeux? Oui, voilà, en fait, on avait vraiment lié amitié, mais par les réseaux sociaux. Et on s'était dit, mais si un jour on est greffé, si un jour on va mieux, eh bien, on participera aux Jeux nationaux. Et c'est ce qui s'est passé en 2010 au Sables d'Olonne. Alors, l'Hexagone ne vous suffisant plus pour courir et pour nager, vous avez décidé aussi de tenter les Jeux mondiaux des transplantés. C'était à Durban, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Parce que là, je crois que vous avez fait une... Alors oui, j'ai participé en 2013 donc, à ces Jeux mondiaux qui ont lieu tous les 2 ans. Et j'ai eu une médaille de bronze aux 5 km de course à pied et 2 médailles d'argent en natation. C'est plutôt pas mal, non, pour un début? Oui, c'était merveilleux. Et là, ça ne vous suffit pas, vous repartez, cette fois-ci c'est en Argentine, en 2015, cet été? Oui, alors je vais effectivement essayer de partir cet été pour de nouveaux Jeux et de nouvelles aventures. On vous souhaite vraiment bonne chance, on espère que vous allez nous rapporter plein de médailles, vous viendrez nous en parler. Merci Karine. Merci beaucoup. La vie, le comportement humain, ils s'en sont fait une spécialité de les imiter. Il s'agit des ingénieurs spécialistes de la robotique que l'on annonce comme la prochaine révolution industrielle, la robolution. Pour vous donner une idée, le marché de la seule robotique de service est estimé à 100 milliards d'euros à l'horizon 2020, rien que pour l'Europe. La France, ses ingénieurs sont dans le peloton de tête de la création robotique, comme le montre ce reportage en Limousin d'Isabelle Rio et Margot Blanc-L'Oeil. Demain, peut-être, vous valserez avec Pepper chez vous, dans votre salon. Il s'y prépare et déjà nous parle. Lui, comme d'autres de ses camarades, feront partie de notre quotidien. Aujourd'hui, il nous amuse, nous intrigue aussi. Bientôt, à les voir partout. Ils ne nous surprendront peut-être même plus. Leur avenir, le nôtre, se construit en ce moment partout dans le monde, en France notamment, et le Limousin n'est pas en reste. Cette société corrézienne est partie d'une page blanche en 2008 avec seulement 2 postes. Aujourd'hui, son fort potentiel lui permet de viser 45 emplois dans 3 ans. Ils quittent leurs locaux devenus exigus, leur niche industrielle, la robotique d'inspection. On est sur des missions de levée de doute dans le cadre de la défense ou de la sécurité civile. En gros, avant d'envoyer l'humain prendre un risque, c'est envoyer un robot pour identifier le risque, l'évaluer. Et dans le cadre des robots d'inspection de canalisation, c'est simplement aider au diagnostic visuel d'une intervention là où l'humain ne peut pas intervenir. Aller où on ne peut pas aller, faire ce qu'on ne peut pas faire. Autant de programmations qui dépassent l'industrie, comme ce robot pompier qui pourra évaluer les risques avant l'intervention des hommes. Le business se tourne désormais vers l'économie sociale et les activités de service. Allez-y, relâchez. Ok. Allez chercher l'autre pomme. Les services de rééducation ou en ergothérapie mesurent chaque jour l'intérêt des assistances à l'effort, réduire la pénibilité ou augmenter l'autonomie. Comme par exemple éteindre la lumière ou éteindre la télé, mais aussi écrire un texte et le faire lire à haute voix par le robot ou la tablette, par exemple. Et donc ce qui va permettre au patient finalement de communiquer avec quelqu'un alors qu'il ne saura pas lui-même parler. Didier Tsala enseigne au Centre de recherche sémiotique à Limoges. Il est aussi membre du comité de réflexion créé autour d'un projet, Roméo, le dernier né de la société Aldébaran, leader mondial de la robotique humanoïde de service. Depuis 2 ans, il se rend régulièrement au siège parisien. Comment ça va? Et toi? Ça va. Très bien. Merci beaucoup. Et ben voilà, Roméo. Waouh! Waouh, Roméo. Aujourd'hui, il découvre Roméo autrement que sur écran. Comment tu le trouves? Génial. Il a bien changé depuis la dernière fois? Il a bien changé, mais je vois comme que la taille reste la même, c'est 1m40. Voilà. Vous l'imaginiez comme ça? Moi, je l'imaginais comme ça. Je l'imaginais pas adulte. Je l'imaginais pas non plus très costaud. Jeune homme? Je l'imaginais jeune homme rassurant. Voilà. Plutôt adolescent?
plutôt adolescent, vraiment l'interaction entre un papy et son petit-fils. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si Roméo est d'accord aussi. Ah ben, tout va bien. Que demande le peuple? Roméo est en effet destiné à être demain au service de personnes âgées, en maison de retraite ou à leur domicile. Et ce n'est pas sans poser de questions. Je pensais que cette affaire-là, on ne pouvait pas la laisser uniquement aux techniciens, aux ingénieurs. Pour moi, ça me semblait quand même assez sérieux pour que ce soit qu'une affaire de mécanique. Parler d'une relation avec des personnes âgées, c'est parler d'abord des humains et de parler aussi d'une relation vers les personnes quand même en situation de vulnérabilité. Nous avons d'abord discuté sur la relation elle-même. Quelle serait la meilleure relation à construire pour une personne âgée? Bon, la réflexion a été de se dire, la relation la plus rassurante, c'est sa relation à son petit-fils. Ce n'est pas l'outil, l'objet, est-ce qu'il est en métal, en plastique, non. C'est quel type de présence cet outil, cet objet construit auprès de moi. On ne demande pas au robot de réagir comme un humain. Je pense qu'on met le robot à disposition pour construire une relation particulière. Nous sommes à l'Institut Curie. Pendant 3 mois, Paro a été testé en hospitalisation de nuit. Les patients l'ont particulièrement apprécié. Grâce à la Ligue de lutte contre le cancer, ce robot de 5 000 € environ reste à présent à disposition de l'ensemble des services. On les proposera aux patients qui peuvent en bénéficier. Conçu par les Japonais, Paro a rejoint en 2 ans 15 établissements de santé en France. Il aide à faire face aux troubles de la communication type maladie d'Alzheimer ou aux moments intenses d'angoisse. Cette start-up à Limoges se met aussi sur les rangs de la course aux robots de service. Depuis 3 ans, Aria, cet endosquelette autonome, s'est fait remarquer dans des opérations événementielles. Synthèse vocale, reconnaissance aléatoire des visages, il est paramétré pour interagir avec le public. Dur de se réveiller ce matin, mon cerveau a du mal à se mettre en marche. La concurrence est rude, elle impose une veille technologique constante. Ces jeunes entrepreneurs misent aussi sur une autre façon de travailler. Ici, on permet à chaque salarié de réaliser ses propres projets. Arachna en est un. L'habitude, c'est que les informations et la chaîne d'idées viennent du haut et ensuite est développée par la base. Là, c'est la base qui fait aussi remonter les idées et les besoins d'intégration. Les codes de fonctionnement qu'il y avait auparavant, on s'en fiche un petit peu. En fait, nos réunions, on avance véritablement plus quand on est autour d'un flipper ou qu'on joue à la console ensemble parce que ça permet de briser les liens hiérarchiques qui souvent sont un frein à l'innovation. Et c'est comme ça que chaque mois à Paris, nos 2 ingénieurs limousins organisent un apérobot. Comprenez échange de connaissances et d'expériences autour de cette passion robotique, nos limites. Et l'un des artisans de cette robolution est avec nous, Yacine Serouchni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur et vous travaillez au quotidien sur toute cette série de petits robots. Vous travaillez, vous, sur leur cerveau. Exactement. Vous faites quoi exactement? Donc, notre métier est de programmer les robots, de leur donner des comportements qui soient intelligents, qui leur permettent d'interagir avec leur environnement et avec nous, hommes, femmes, technophiles ou moins technophiles. Donc on travaille beaucoup cet aspect intelligence artificielle et interaction homme-robot. Voilà, j'en vois un qui s'agite juste derrière vous, justement. On l'a entreaperçu, on a vu son grand frère dans le reportage. On a vu Roméo, en effet. Donc c'est un robot qui est fabriqué qui est conçu et fabriqué par la société Aldebaran Robotics. Et c'est un robot, donc là il se réveille un petit peu, il attend un petit peu depuis longtemps qu'on s'intéresse à lui. Et donc nous on le programme, la société Aldebaran le fabrique et nous intégrons des programmes d'intelligence artificielle et d'interaction. Et en fin de compte, c'est pas un jouet. C'est loin d'être un jouet. Je commençais à m'ennuyer dans mon coin, j'aime bien être sur le devant de la scène. Bonjour Nao. Bonjour Yacine, bonjour à tous. C'est qu'il y a beaucoup de monde ici. Parle-nous un peu de toi. Tu nous parles un peu de toi, Nao? Parle-nous un peu de toi. Il est timide et puis il y a un petit peu d'écho. Bonjour Yacine, bonjour à tous. C'est qu'il y a beaucoup de monde ici. Il est peut-être impressionné, voilà. Il est en train de dangereusement peut-être s'approcher du vide. Bonjour Yacine, bonjour à tous. C'est qu'il y a beaucoup de monde ici.
Ce petit robot-là, il est amené, il pourrait être utilisé par exemple pour jouer avec un enfant. Aujourd'hui, pour jouer avec un enfant, assister les personnes âgées, faire office de compagnon au quotidien à la maison. C'est toujours un plaisir. Asseyez-vous. Et donc, asseyez-vous il peut également nous interrompre. Voilà. Ce petit robot-là, c'est un gadget pour l'instant, mais ça pourrait être amené à, par exemple, aider des personnes âgées à la maison. Aujourd'hui, le robot Roméo qu'on a vu dans le reportage est le grand frère de Nao. Et donc Nao peut être utilisé comme un outil de prototypage. Aujourd'hui, des robots comme le robot Roméo, il y en a peut-être une dizaine qui ont été produits. Celui-ci a été produit en 7000 exemplaires. Donc aujourd'hui, c'est potentiellement 7000 chercheurs, 7000 équipes de recherche qui travaillent à ces technologies de reconnaissance de personnes, d'interaction qui demain seront intégrés à des robots taille humaine ou proche de la taille humaine. Voilà, on l'a déjà vu à la télévision, ce petit robot, mais ce n'est pas une marionnette. Vous, votre objectif, c'est qu'il soit vraiment en connexion et en action avec les personnes qui sont en face. Le but d'un robot, c'est la différence entre un automate et un robot, c'est vraiment d'interagir de manière riche et dynamique avec son environnement et d'une manière qui puisse s'intégrer dans la durée. Donc et éventuellement évoluer même avec la personne. Évoluer avec la personne, avec les progrès technologiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit dans le domaine de la e-santé que les robots peuvent être utiles. On le disait dans le cadre de l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer, des enfants autistes, mais y compris dans l'éducation, par exemple. Pour qu'on ait un ordre d'idée, une fourchette, alors peut-être pas Roméo parce qu'il est en cours de développement, mais Nao, quel prix? Aujourd'hui, un robot Nao, c'est de l'ordre entre 4 et 8 000 euros, suivant la configuration. Mais ça reste, ce n'est pas encore un robot grand public. Le robot est en train d'aller vers le grand public. Le prix a baissé, a été divisé par 3 en quelques années. Et il est déjà dans notre quotidien. Alors il l'est au Japon, il y a par exemple un hôtel où l'accueil sera fait par des robots que vous reconnaîtront, vous feront l'accueil, vous donnant vos clés. Mais ce petit robot-là, vous l'avez notamment adapté pour une visite de musée. En tout cas, il accueille le public. Il accueille le public. Nous, aujourd'hui, nous l'avons adapté pour qu'il soit en mesure, sur des lieux publics, des musées, des administrations, des entreprises, de seconder les agents d'accueil et d'interagir avec les usagers d'un musée, donc leur conseiller tel ou tel endroit. On a également des projets en cours avec l'Université de Bordeaux qui visent à robotiser un petit peu la visite des musées et faire intervenir les robots de manière cohérente et intéressante dans la visite d'un musée. Oui. Y compris dans l'industrie, puisque ces robots pourraient intégrer le fait qu'il y ait des humains qui travaillent à côté. Exactement. Donc il y a aujourd'hui cette notion de robotique de service et de robotique collaborative et les robots dans les années qui vont venir. Aujourd'hui, les robots travaillent derrière des cages. Il n'y a aucun contact avec les équipes humaines. Une cellule robotisée est fermée et étanche. Et aujourd'hui, ces robots industriels sont de plus en plus en train de s'ouvrir, d'évoluer vers de la collaboration avec les équipes humaines. Alors ce qui est assez étonnant, quand on préparait cet entretien, vous m'avez dit, et vous êtes exactement sur la même longueur d'onde que le reportage, le robot, il ne doit en aucun cas remplacer l'humain. C'est-à-dire que le contact humain avec les seniors, il est primordial avant le robot. Exactement. Un robot doit rester un robot. Les interactions vont pouvoir être riches, mais un robot qui va accompagner une personne âgée, le fait d'avoir un robot ne va pas empêcher la visite des soignants, ne va pas empêcher une visite de famille et un accompagnement social, médical de la personne. Le robot est un complément, reste un outil qui peut être formidable au quotidien. Yacine Serroujny, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Enquête de région de France 3 Aquitaine. Chaque mois dans Enquête de région, nous revenons sur une grande affaire judiciaire qui a marqué l'Aquitaine. Ce soir, retour sur le meurtre des époux Aran, 2 médecins de Pessac en Gironde, retrouvés assassinés en 1983. Avant de recevoir Maître Pierre Blasi, l'avocat de Lionel Cardon, reconnu coupable du meurtre de François-Xavier et Aline Aran, rappel des faits avec Élise Descartes. 10 octobre 1983, une maison cossue de Pessac. À l'étage, un corps sans vie, ligoté dans une baignoire. Le chirurgien François-Xavier Aran est mort, étranglé. Pas de traces de lutte ni de vol, seulement quelques empreintes. Mais Aline, sa femme et sa voiture ont disparu. L'affaire des époux Aran, qui a secoué la France dans les années 80, vient de débuter. Peu d'indices, pas de mobile, l'enquête piétine. Le couple très uni était apprécié de son entourage, le crime passionnel est vite écarté. Le lendemain, la voiture est retrouvée à 600 km de là, à Nevers. À l'intérieur, les cartes d'identité des époux, des traces de sang sur le siège passager et 2 impacts de balles de calibre 7,65. Mais Aline Aran reste introuvable, un avis de recherche est lancé.
Le 20 octobre, un homme téléphone à la famille pour demander une rançon. Les enquêteurs localisent les appels entre la place de la Victoire et la gare Saint-Jean. Sur place, les policiers repèrent un homme qui passe de cabine en cabine téléphonique. La police perd sa trace mais établit un portrait robot. Il s'agit de Lionel Cardon, un petit malfrat condamné pour vol à main armée et qui vient de sortir de prison. Ses empreintes coïncident avec celles trouvées sur le lieu du crime. Le 28 octobre, le corps d'Aline Aran est découvert dans un buisson près de Nevers. Elle a été tuée d'une balle en plein cœur. L'autopsie révélera qu'elle est morte le soir de sa disparition. Mi-novembre, la police localise Lionel Cardon à Paris et met en place un dispositif pour l'arrêter. Mais le quotidien Sud-Ouest publie son portrait robot et son nom, repris par toutes les radios. Lionel Cardon s'enfuit et se cache pendant 2 jours. Dans la mesure où on n'a eu aucune information de source policière, on est obligé de faire notre enquête nous-mêmes. On a trouvé, on a publié ce qu'on a trouvé sans trahir aucun secret puisqu'on ne nous avait fait aucune confidence. Je me demande si un jour il ne faudrait pas modifier la définition du mot fuite dans le Petit Larousse et de dire que fuite c'est une information exclusive recueillie par un journaliste dans l'exercice de sa profession. Dans sa cavale, Lionel Cardon abat un policier, Claude Auchard, avec la même arme que celle qui a tué Aline Aran. Il réussit encore une fois à s'enfuir. Lionel Cardon, un homme étrange qui téléphone à l'AFP et affirme n'être pour rien dans les meurtres des époux Aran. Le même jour, il prend en otage 3 personnes dans le cabinet parisien de l'avocate Nicole Dreyfus. Une voisine prévient la police. Il nous a dit c'est un rapt qui a mal tourné, mais je ne suis pour rien dans les aspects dramatiques de cette affaire. Autrement dit, si j'ai bien compris, dans le meurtre du médecin et de Madame Aran. Après 9 heures de prise d'otage, l'ennemi public numéro 1 se rend, une arrestation filmée en direct. L'instruction dure 2 ans et Lionel Cardon accuse toujours 2 autres personnes. Janvier 85, Cardon est inculpé de l'assassinat des époux Aran. Il révèle que le 10 octobre 83 Pessac, il était accompagné de Patrick et d'Isabelle. J'attends que les 2 protagonistes de l'affaire soient identifiés par les services de police. Mais les vérifications policières ne donnent rien. Le 8 avril 1986, Lionel Cardon est condamné à la prison à vie pour le meurtre du policier Claude Auchard. Le 10 décembre, s'ouvre le procès devant les assises de la Gironde pour les meurtres des époux Aran. Les preuves accablent Lionel Cardon, mais des zones d'ombre subsistent. Il est condamné à la perpétuité pour le meurtre d'Aline Aran. La Cour ne le déclare coupable que de complicité de meurtre pour la mort de François-Xavier Aran. Et celui qu'on a aperçu furtivement sur les images, l'avocat de Lionel Cardon, maître Pierre Blasi, est avec nous. Merci d'être sur le plateau d'enquête de région. Il ne s'agit pas de refaire le procès, mais plutôt d'avoir votre ressenti sur cette affaire. Votre première rencontre, il sort de garde à vue, c'est en 83 à Paris. Il est dans le bureau du juge d'instruction. Est-ce qu'il est toujours aussi arrogant à l'issue de cette prise d'otage ? Arrogant, peut-être. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dès le départ, il conteste. Il conteste avoir participé à la mort de Xavier et d'Aline Aran. Pour le reste, il reconnaît tout. Vous l'accompagnez, vous êtes avec lui, vous discutez beaucoup, vous l'accompagnez notamment pour une deuxième rencontre essentielle dans le dossier, celle du juge d'instruction de la deuxième affaire, à Bordeaux, le meurtre des époux Aran. Est-ce qu'il s'explique ou est-ce qu'il est tout simplement muet ? Non, il ne s'explique pas. Il ne s'explique pas. Il dit seulement qu'il n'était pas seul, qu'il y avait d'autres personnes avec lui, et à partir de là, il ne dit rien. Et il dit, c'est à la police de faire son travail. Moi, j'ai commis un meurtre en la personne du policier, je le reconnais. La prise d'otage, je le reconnais également. Quant au reste, eh bien, je ne suis pour rien dans la mort des époux Aran. Vous qui avez l'habitude de ces personnages-là, entre guillemets, il a quand même un comportement, on l'a vu dans le reportage, il interpelle la presse, il est assez dandy, il a son écharpe, c'est un personnage. Il le joue ou il l'est vraiment ? Je crois qu'il l'est vraiment. Il l'est vraiment, bon, il a un physique avantageux, il se présente bien, il a une influence considérable sur la gente féminine, il est sûr que les personnes qui arrivent à le côtoyer, si vous voulez, sont sous son charme, tombent sous son charme très facilement. Et puis, si vous voulez, il reste toujours dans cette position. Bon, je n'ai pas participé. Et vous l'avez tout à l'heure parfaitement souligné, lors du procès, il va y avoir des éléments, c'est vrai,
qu'il a pu être dans cette maison. C'est vrai qu'il a pu partir avec Aline Aran, mais au niveau des conclusions, on ne sait rien, on n'a rien. Et il y a une chose extraordinaire qui se passe pendant ce procès qui a été mené d'une façon assez extraordinaire. Parce que ce qu'a toujours dit Lionel Cardon, j'étais avec 2 autres personnes. Les journalistes trouvent un homme qui avait embauché 3 personnes, Lionel Cardon et 2 autres. Et il raconte comment il les a connus et ce qu'il a fait. Alors il est évident que ça a apporté un poids considérable à l'affaire pour l'instruction et bien sûr... Et ce qui explique cette condamnation. Il est condamné pour le meurtre de l'épouse, mais pour complicité de meurtre dans l'autre cas, à savoir celui de François-Xavier Aran. On va passer sur cette période de prison, puisqu'il est condamné, perpétuité, et puis il a quand même fait beaucoup parler de lui en prison. Tout à fait. Bon, il ne fait pas beaucoup parler de lui parce que ce garçon conteste toujours avoir participé à ce meurtre, donc il a des problèmes, il monte sur les toits, il proteste. Je reviens quand même dans ce procès. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous avons la preuve, à ce moment-là, amenée par un homme très sérieux, c'est-à-dire qui les avait embauchés, qu'il y avait 3 personnes. Le devoir, à mon sens, du président de la cour d'assises était de renvoyer le procès, complément d'information, et on essayait de retrouver les 2 autres personnes. La presse, unanimement, pensait que c'était ce qui allait se passer. Le président est resté très ferme, non, nous avons un dossier, il peut être condamné, il peut être condamné. Ce qui fait que le résultat final de cette opération, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, et il reste un mystère. Et c'est ce qui me semble être tout à fait anormal, pour ça qu'on dit quand même le mystère de la mort des époux Aran. On peut dire que le procès a été gâché à Bordeaux parce que le président n'a pas voulu, ou plutôt au nom de quelques principes, dire voilà, bon, nous avons un dossier, nous le tranchons et on n'en parle plus. Lionel Cardon en prison, avec tout ce qui a pu se passer derrière, les prises d'otages et compagnie, voilà. C'est une affaire extraordinaire. Merci beaucoup, Maître Blasi, d'être venu nous raconter cette histoire sur le plateau d'Enquête de Région. Je vais vous demander de rejoindre tout simplement Sandrine pour qu'on en sache un petit peu plus sur l'homme derrière l'avocat. Bonsoir Pierre Blasi. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Tout d'abord, je voudrais vous faire écouter ceci. Tendez l'oreille. Est-ce qu'une femme a les capacités pour le faire? D'après moi, si vous voulez, il faut avoir les épaules larges. Alors, pour cette phrase que vous avez prononcée après l'élection d'Anne Cadieux-Fête au poste de bâtonnier, vous avez eu l'honneur de recevoir le prix du macho de l'année 2012 par les chaînes de garde. Est-ce que vous pensez toujours qu'Anne Cadieux-Fête n'a pas l'envergure pour être bâtonnier? Pas du tout. J'aime beaucoup Anne Cadieux-Fête. Et Anne Cadieux-Fête nous fait, avec Jérôme Diroux, nous font les 2 ensemble, puisqu'ils sont ensemble, nous font un bâtonnat absolument parfait. Et Anne Cadieux-Fête a de très grosses qualités. Lorsque je suis interviewé en tant que pénaliste. Et le travail d'un pénaliste est un travail tout à fait particulier. Alors vous me direz, c'est vrai qu'il y a des femmes qui doivent être d'excellentes pénalistes. Ne me dites pas que vous n'en connaissez pas quand même. Ben non. C'est-à-dire que toutes les femmes, alors quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a aucune femme pénaliste ou que les femmes qui ne sont pas pénalistes ne sont pas bonnes? Mais je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me dire 3 pénalistes femmes? Je ne suis pas avocate, donc vous j'ai n'êtes un pas peu plus de mal. avocate, vous êtes dans le grand public, vous allez me répondre, non. Vous allez me dire, vous allez me citer quelques noms, vous allez me citer Dupond-Moretti, vous allez me citer quelques personnes comme cela, vous allez Thierry Lévy, vous avez des gens, si vous voulez, qui sont de vrais pénalistes, oui, mais vous n'allez pas me citer un nom de femme. Alors, je l'ai dit, c'est vrai, je le pensais, j'étais interviewé en tant qu'avocat pénaliste. Et en tant qu'homme, quelle place, quel rôle vous donnez à la femme dans votre vie? Un rôle très important. La femme est l'égale de l'homme, mais elle a un rôle qui est différent de celui de l'homme. Nous ne sommes pas tout à fait... Ce n'est pas pareil. On ne compare pas les deux sont tout à fait complémentaires. Les femmes ont des qualités que les hommes n'ont pas, et les hommes ont des qualités que les femmes n'ont pas. Quel regard Pierre Blasi pose sur Maître Blasi? Un regard critique, certes, c'est sûr. Mais ce que je peux dire quand même, que mon métier... Pour votre défense. Pour ma défense. Mon métier, je l'ai fait, et je le fais toujours, avec une grande passion.
c'est sûr que j'ai peut-être en moi le sens de la justice. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai fait ressortir devant, j'allais dire, toutes les cours d'assises presque de France et aussi des cours d'assises de l'étranger. J'ai plaidé un peu dans tous les pays. Et... Pourquoi avoir choisi justement le pénal? Quelquefois, vous allez chercher des causes presque perdues? Je ne sais pas pourquoi, mais dès la plus tendre enfance, je voulais être avocat et avocat pénaliste. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous plus tard? Vous me posez des questions d'un avocat pénaliste qui a fait son travail. Imaginons maintenant, vous lâchez tout. Demain, vous lâchez tout. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que j'hésiterais peut-être entre deux métiers, qui est celui de viticulteur, parce que j'ai une petite propriété viticole et que je pourrais peut-être m'y employer, et puis le métier d'ostréiculteur, parce qu'on est quand même très proche et que c'est un métier que j'aime beaucoup et qui me passionne. Merci Pierre Blazy. Merci. Maître Blazy, merci. Ainsi s'achève ce numéro d'Enquête de région. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir, à nous livrer vos commentaires sur la page internet de France 3 Aquitaine. Merci aux équipes de France 3 et également à celles, particulièrement celles de France 3 Euskal-Herri. Et puis nous, on se dit rendez-vous le 27 mars pour un nouveau numéro. Le mois prochain, nous redécouvrirons les marques de notre enfance, Jock, Cacolac ou encore Lou Gascoun, tombées dans l'oubli, mais elles renaissent aujourd'hui. Très bonne fin de soirée sur France 3.